Peu de temps après que le prince qui autrefois fut traité de gros porc ait fait sa première sortie, une rumeur s'est répandue telle une traînée de poudre. Certains disent avoir entendu que le premier prince s'était calmé, mais peu après, il est retourné dans sa folie en agissant telle une racaille. Il a forcé une femme à faire serment d'allégeance avec des méthodes douteuses. Mais pas que, car peu après, il a appelé de jeunes nobles avant de les tabasser et les jeter en prison. Maintenant, on raconte qu'il a fait d'une servante qui n'avait jamais tenu une épée sa chevalière personnelle. N'est-ce pas évident que ce prince se construisait un harem? Tout cela l'énerve. Depuis quand autant de personnes s'intéressent à lui et surtout à sa vie? Tout ce qu'il a fait, c'est simplement recruter une personne en tant que chevalière personnelle. Il ne comprend pas. Parce que depuis son réveil, tout le monde trouve des choses à dire sur lui, même lorsqu'il fait de bonnes actions. Son père, le roi, l'a informé que tout cela lui a donné des migraines. Il a été obligé de régler tous les problèmes qu'il avait apportés. Et maintenant, il apprend qu'il profite de jeunes femmes. Son professeur l'a traité de pathétique et lui a demandé « Aurait-il abandonné leur pari ?» Son jeune frère s'est moqué de lui parce qu'il avait pris une servante en tant que chevalière. Mais alors, pourquoi autant de rumeurs se propagent aussi vite au sein de la demeure royale? C'est alors qu'on l'informe que la reine était arrivée. Il savait que ce n'était pas bon. Et d'ailleurs, cette dernière lui dira qu'elle avait pensé qu'il avait changé. Mais il semblerait qu'il soit retombé dans ses vieux travers. Et étrangement, elle dit que ce n'était pas si mal. Une fois qu'une épouse lui sera choisie, il sera posé et n'ira plus voir ailleurs. Ce qui le surprend. De quoi parle-t-elle? Il doit avoir confiance en sa mère. Cette fois, elle lui trouvera l'épouse parfaite. Après ces paroles, elle s'est retournée et ne lui a même pas donné l'occasion de se défendre. Perturbé, le premier prince ne comprend toujours pas. Tout ça va trop loin. Pourquoi tout ça lui arrive? Peu de temps après, il a convoqué sa servante et cette dernière lui demande « Devra-t-elle aussi avoir du mana ?» Il répond que oui, mais c'est un type de mana spécifique. Le monde avait complètement oublié la marquise de l'épée. Mais depuis des générations, il ne l'a jamais oublié car les pas qu'elle a laissés sont grands. C'est alors qu'un être qui autrefois faisait trembler le monde fit son apparition. C'était la marquise. Et le prince informe que cette femme faisait danser l'épée au bout de ses doigts. Elle était si douée dans le maniement de l'épée que son propre cœur était en accord avec ses mouvements. À cet instant, Adelia Bayern avait senti le mana traverser son corps. Le système l'informe qu'il a bien transmis le mana à Adelia avec succès. Le mana s'était installé dans son cœur. Ainsi, un cœur de mana venait d'être créé. Il l'informe que ce qu'elle venait de faire était la méthode pour créer un cœur de mana. À partir de maintenant, elle devra pratiquer les arts de combat de son côté, dès qu'elle en aura le temps. Peu après ces paroles, le premier prince s'est effondré. Tout cela l'énerve. Autrefois, il était bien plus puissant que cela et maintenant, créer un simple cœur de mana l'épuise. Il lui fait juste savoir qu'il était fatigué. Comprenant ce qu'il venait de faire pour elle, elle lui demande pourquoi il fait autant pour une personne qui ne signifie rien. Le prince n'a pas répondu et lui a simplement demandé de partir. Mais toujours sous le choc de ce qu'il venait de faire pour elle, elle est restée là à l'observer. Alors il lui demande pourquoi est-ce qu'elle le regarde comme ça. Elle informe qu'elle allait lui servir loyalement pour le restant de ses jours. Et bien pour cela, tout ce qu'elle doit en retour, c'est ne jamais oublier. Elle ne doit jamais oublier qui est son maître. Toute joyeuse, elle répond que oui. Mais le prince ne dit pas de telles paroles juste comme ça. Ce n'est pas pour la soumettre par plaisir. Cette femme est si redoutable que si un jour elle perd le contrôle, le monde sera foutu. Pour la contrôler, il fallait qu'elle soit affiliée sentimentalement à une personne. Voilà pourquoi il est obligé de la transformer en servante obéissante pour ne pas laisser ce monstre en liberté. Quelques jours plus tard, son chevalier l'a informé concernant Bernardo. Il était venu pour témoigner concernant l'incident. Et d'après les dernières informations, personne n'était autorisé à le voir jusqu'au début du procès. Comment ça, un procès? Mais attends, devra-t-il se rendre à ce procès? Non, car la royauté ne pouvait être jugée. Alors dans ce cas, c'est une excellente nouvelle. Mais en y pensant, un procès, il ne pensait pas que cela allait prendre des proportions aussi exagérées. C'est alors qu'il interrompt Adelia et lui demande comment ça avance. De quoi parle-t-il? Eh bien, de son cœur de mana. Il devrait être stable maintenant.
Elle informe que oui, c'était le cas. Cela est parfait car à partir d'aujourd'hui, elle devra participer aux entraînements avec lui. Alors qu'elle aille se changer pour le retrouver dans le terrain d'entraînement et qu'elle pose ce fichu chiffon. Bonjour toi, tu regardes cette vidéo sans t'être abonné? T'es bien culotté et en plus tu n'es toujours pas follow sur ma chaîne Twitch. Quelle bande de pirates ingrats qui ne s'abonnent pas et qui ne viennent pas se follow sur ma chaîne Twitch. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut venir vous follow les gars. Voici ma chaîne Twitch, je vous attends et sachez que je suis en live tous les soirs. Et si tu es nouveau sur la chaîne, voici la playlist de la série que tu pourras recommencer avec le premier épisode. Comme ça, t'es à jour. Ne me remercie pas et viens me rejoindre sur Twitch. Est-ce que je l'ai assez répété? Non, parce que si tu n'as pas assez compris, je peux encore le répéter. Quelque temps après ça, il a commencé à s'échauffer. On lui demande ce qu'il était en train de faire. C'est son professeur, mais aussi son oncle. Il l'informe qu'il s'échauffe. Non, ce n'est pas de lui qu'il parle. Il parlait de cette fille qui courait. N'a-t-il pas entendu la rumeur? Il a fait d'elle sa chevalière. Le titre de chevalier n'avait donc plus aucune valeur à ses yeux. Comment pouvait-il être aussi déraisonnable avec la situation actuelle? Lui aussi peut parler fort et se mettre en colère. Depuis quand son oncle était devenu aussi grincheux à ce niveau? Si cela le dérange autant, pourquoi continuer de venir l'entraîner? C'est alors que sa servante arrive et l'informe avoir fini ses 10 tours. Son oncle a simplement détourné le regard sans rien dire. Alors voyant la situation, elle s'excuse pensant que tout cela était entièrement de sa faute. Cela n'avait aucune importance pour lui et aujourd'hui, il allait lui apprendre les bases. Ce qu'elle voit, ce sont les mouvements de base. Elle doit tout retenir et les reproduire. Au début, elle semblait toute fragile. L'instant suivant, sa deuxième personnalité a pris le dessus. Son oncle n'y croit pas. Que vient-il de voir? Même lui ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi douée dès son premier jour. Elle ne l'a vue qu'une seule fois et a su la copier sans aucune difficulté. Puis l'air timide, elle demande. Sa position était-elle bonne? Attends une minute. Il réalise son erreur. Au vu de ses capacités, s'il ne fait pas attention, elle le dépassera en un rien de temps. Il se sent déjà mal rien qu'en pensant que l'ancien lui l'avait maltraité par le passé. Si elle le surpasse maintenant, ne va-t-elle pas se retourner contre lui? Cette situation s'annonce être bien plus compliquée que prévu. C'est alors que son oncle dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'un tel talent se cachait dans cette maison. Qu'est-ce qu'il essaie de faire là? Qu'il n'essaie pas de lui voler sa chevalière. Que pourrait-il bien offrir à cet enfant? Il n'est qu'un débutant qui n'a tenu une épée que depuis quelques mois. Il ne pourra rien lui enseigner. L'aura de son oncle était écrasante. Si c'était encore le gros porc d'avant, il aurait pris la fuite. Mais il n'est pas l'ancien prince. Il active donc son cœur de mana. S'il ne peut pas l'enseigner, alors personne ne pourra le faire. Lorsqu'il était encore une épée, il avait bu le sang du roi des géants, qui autrefois semait la terreur. Il avait bu le sang du dragon fou qui, rien que le nom, faisait trembler les humains. Sans oublier le sang d'innombrables créatures qui autrefois régnaient par leur puissance. Son nom est Gruorn, l'épée légendaire. Désormais qu'il est un humain, personne ne lui marchera dessus. Le système informe qu'une partie de l'âme se manifeste en réponse à la volonté de l'utilisateur. Lorsque son oncle voit cela, il est plutôt méfiant car certes au début ce n'était qu'un prince méprisable, mais désormais il est différent. Cette femme était à lui et personne ne pourra la prendre. Qu'il n'ose pas la regarder, car il déteste par-dessus tout quand une personne tente de prendre ce qui est à lui. Alors qu'il ressent quelque chose d'étrange, l'instant suivant, les sens de la réalité se sont arrêtés. Il était incapable de ressentir la vitalité ou la vie. Il était rempli d'une sensation de froid et d'obscurité. Mais alors il se demande, était-ce un présage? C'est là qu'il comprend. À la base, il était l'épée et son âme s'est retrouvée dans le corps du prince. Le problème est que son pouvoir était trop grand. Et à ce rythme, ce corps faible allait se faire dévorer par l'âme de Gruorn. Des mains ont commencé à apparaître de toutes parts. Tout cela a commencé à l'énerver. Alors il lui dit que cela suffit. Ces simples mots les ont fait reculer. Une fois cela fait, il tend simplement la main pour régler le problème. Peu après ça, son énergie avait commencé à changer. Et à cet instant, il entend son oncle dire qu'un chevalier ordinaire peut sauver la vie de 10 soldats. Un chevalier exceptionnel pouvait sauver la vie de 100 soldats. Quant à cet enfant, elle pourrait être capable de sauver la vie d'un millier de soldats, voire même plus. Oh, est-ce une conviction qu'il voit là ?
Son oncle est le commandant de la frontière nord et il semble qu'il ait une grande cause. Mais il s'en fout complètement concernant ses projets. Qu'entend-il par là, même s'il pouvait sauver d'innombrables personnes? C'est alors qu'Adelia appelle le comte Balorard. Son corps et son cœur appartiennent à son Altesse. Elle ne peut suivre que ses ordres. Tout cela le met en difficulté. Et le prince, tout content, dit que finalement, il a bien fait de faire émerger une partie de son âme car Adelia possède un trait qui fait qu'elle possède une mentalité d'esclave bien qu'elle possède un pouvoir terrifiant. Cette mentalité fait qu'elle doit se soumettre à un être de rang supérieur. Et justement, cet être aujourd'hui, c'est lui. A-t-il entendu ce qu'elle a dit? D'ailleurs, en y pensant, il n'a plus rien à lui apprendre maintenant car son objectif premier était de l'aider à perdre du poids. S'il continue de visiter son palais, qu'il fasse attention à ne pas interférer dans ses affaires. Mécontent, son oncle n'avait pas le choix et ne pouvait qu'accepter. Malgré cela, après ce jour, son oncle a continué à visiter le palais. Non pas pour venir l'entraîner, il vient de temps en temps pour veiller sur Adelia. Cela a été assez divertissant pour lui de voir son oncle, pourtant très arrogant, se débattre de cette façon car il ne pouvait pas obtenir Adelia. Et puis un jour, quelque chose s'est produit avec Adelia. À cet instant, ils se sont arrêtés. Aurait-elle appris la résonance de l'épée? Alors il la félicite, mais savait que si ça continue comme ça, il risque certainement de se faire dépasser dans peu de temps. C'est alors que son oncle l'appelle. Lui a-t-il enseigné le cœur de Mana? Oui, il l'avait fait. Y avait-il un problème avec sa décision? N'était-ce pas suffisant pour lui d'avoir appris une technique bon marché? Maintenant, il vient gâcher l'avenir de cette jeune femme. Après l'avoir regardée, il lui demande de sortir. Pour lui, il y avait une meilleure voie, un potentiel qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il a tout gâché en lui apprenant le cœur de Mana. Il demande au chevalier à son service d'escorter son oncle. Il ne se fatigue pas, il partira de lui-même. Le désaccord avec son oncle était profond. La raison, c'est que le cœur de Mana est une technique oubliée et dans cette époque, elle est considérée comme étant une technique de bas niveau. Et son oncle pensait, comme tout le monde, que justement cette technique était inefficace et ne permet pas d'évoluer dans le temps et d'obtenir le plein potentiel d'un prodige. Alors après avoir entendu ces paroles, Adelia lui demande, lui a-t-il vraiment appris une astuce bon marché? Il informe que ce n'était pas le cas. Mais pourquoi le comte parlait-il de cette manière? Parce que son oncle ne sait rien. Les gens de cette époque avaient complètement oublié ce qu'était un vrai cœur de Mana. S'ils avaient ne serait-ce qu'une once de souvenir de ce qu'était véritablement le cœur de Mana, jamais, au grand jamais, ils n'auraient traité cette technique de barbare. Discuter ne sert absolument à rien. Pour qu'ils comprennent, il faut leur montrer la véritable puissance du cœur de Mana. Quelque temps après cette dispute avec son oncle, une épée en bois lui a été jetée. Il pensait qu'il n'allait jamais revenir car il avait agi comme s'il n'allait jamais revenir. Il doit lui prouver. Il utilisera uniquement un anneau. S'il peut le pousser en arrière, ne serait-ce qu'un demi-pas, alors il le reconnaîtra. Quel était le pari déjà à l'époque? Il devait lui exaucer un souhait s'il se rappelle bien. Eh bien, s'il gagne, il lui accordera n'importe quel souhait. Même s'il lui demande de lui transmettre la technique secrète de la famille, il le fera. Cette technique ne l'intéresse pas. Son oncle a esquivé son attaque sans aucun effort. Il vise le coup dès le départ. Il semble qu'il possède toujours une épée vénéneuse. Encore une fois, le prince tente d'atteindre son coup. Malgré ce deuxième échec, il continue et tente de nombreuses fois. C'est alors que son oncle bloque son attaque et lui demande « Est-ce tout ce dont il est capable ?» Tout cela commence vraiment à l'énerver. Son coup l'a fait reculer de plusieurs mètres. Est-ce qu'il abandonne déjà? Il ne devrait pas rêver. Son oncle était un homme détestable, mais il devait quand même l'admettre. Il est très fort. Il attend simplement que le jeune prince utilise son mana afin de pouvoir lui donner une défaite humiliante. Le problème, c'est qu'avec un cœur de mana de ce niveau, il est certain qu'il perdra contre son oncle. Alors il lui demande, ne trouve-t-il pas que cela est étrange? Ne s'est-il jamais interrogé sur pourquoi, il y a 400 ans, d'innombrables chevaliers possédant le cœur de Mana ont accompli des exploits incroyables. Cela a fait qu'ils sont rentrés dans l'histoire. Mais rien qu'une simple technique de bas étage a réussi en seulement quelques temps à faire disparaître une technique aussi puissante que le cœur de Mana. Avec le temps, il semble même que l'histoire a totalement changé. Qu'essaie-t-il de dire exactement? Eh bien que ses croyances sont différentes des siennes. Ce n'est pas parce qu'il a vu de nombreux cœurs de Mana faibles que cela signifie que tous les cœurs de Mana se valent. Alors il demande, a-t-il déjà entendu parler de l'hymne d'esprit guerrier? Aurait-il oublié que cet endroit est un lieu
pour croiser le fer, pas un lieu pour discuter de choses qui n'ont aucune importance. Il savait parfaitement qu'il dirait ça. Et il semblerait qu'il ne comprenne toujours pas. Puisqu'il a qualifié le cœur de Mana de technique barbare, il ne laisse uniquement aux villes mercenaires. Il va lui montrer. Lorsqu'il pose le pied à terre, une énergie a commencé à l'envahir, ce qui surprend son oncle. À chaque combat, la réussite et la victoire sont gravées dans son cœur. Et l'exploit gravé devient un hymne d'esprit guerrier. Le système l'informe que l'hymne d'esprit guerrier a été créé. Il demeure dans son épée et son rang est seulement commun. Certes, le rang n'était pas élevé, mais cela était suffisant pour lui permettre de combattre, car cela va lui accorder une partie du vrai pouvoir du cœur de Mana. Son oncle l'informe que peu importe ce qu'il fait, ça sera quand même insuffisant. Tant qu'il possédera le cœur de Mana, il ne pourra jamais vaincre la chaîne de Mana. Mais le premier prince avait fini de parler. Il savait aussi que son oncle avait raison, car la chaîne de Mana, qui est désormais devenue la norme, avait pour particularité d'affaiblir le cœur de Mana et de provoquer des perturbations dans le cœur de Mana. D'ailleurs, lorsque son oncle voit qu'il est affecté par sa chaîne de Mana, cela le ravit. Il semble qu'il soit bon pour endurer la douleur qu'il doit subir à cause de la chaîne de Mana. Pour obtenir l'hymne, il a dû se battre plus d'une centaine de fois. Il a résisté aux chaînes de Mana de plus de 100 personnes. Ainsi, cela a renforcé son cœur de Mana. Et cela a créé le pouvoir de l'hymne de combat. Maintenant, il veut tester ce nouveau pouvoir sur son oncle. C'est alors qu'il disparaît. Mais encore une fois, son oncle ne réagit pas. Le premier prince augmente donc la vitesse. Pour la première fois, il arrive à lui tenir tête. À tel point que son oncle montre une réaction. Il n'avait jamais pensé qu'il pourrait obtenir un tel niveau. Alors il le fait reculer encore une fois, puis lui demande comment avait-il fait pour augmenter son pouvoir. Ne lui a-t-il pas dit un peu plus tôt? Les cœurs de Mana ne sont pas tous les mêmes. Il semble que son neveu soit vraiment arrogant. Un seul coup a suffi. L'instant suivant, il avait terminé dans le décor. Il devrait arrêter son petit jeu. Il n'a fait qu'endurer ses attaques jusqu'à maintenant, mais cela n'est toujours pas suffisant. Cependant, il reconnaît que c'est louable. Il a fait de grands progrès. Comme il pouvait s'y attendre, l'hymne de l'esprit de combat actuel est insuffisant. Il informe donc que 400 ans plus tôt, les chevaliers avaient fait une grave erreur. Avec le cœur de Mana, ils ont anéanti tous les ennemis puissants. Et là a été leur erreur, car ils auraient dû laisser quelques ennemis puissants en vie pour leur descendance. Comme ça, cela aurait été plus simple de mesurer quel pouvoir était le meilleur, lequel pouvait leur permettre d'être semés. Malheureusement, tout avait été oublié. Les techniques d'épée, le raffinage du cœur, l'hymne de l'esprit de combat, tout cela ne possédait désormais aucune trace. La réalité d'autrefois était désormais qu'un conte de fées. Des dragons inconnus, des rois géants dont ils n'ont jamais entendu parler dans cette génération, tout cela s'est transformé en légende absurde. Avec le temps, de nouveaux hymnes de l'esprit de combat avaient été créés, mais la faiblesse était flagrante, car ces hymnes avaient été conçus seulement pour combattre les humains et non des monstres qui étaient à des niveaux supérieurs. Ceux qui ont utilisé un tel pouvoir n'ont jamais réussi à devenir des légendes ou des héros. Ainsi est devenue la chaîne de Mana, qui n'aurait jamais pu se tenir debout face à l'un des utilisateurs du cœur de Mana d'il y a 400 ans. Il informe à son oncle qu'avec la chaîne de Mana, qui possède certes de nombreuses techniques variées, il ne pourra jamais atteindre la transcendance. Son oncle ne comprenait rien de ces cours historiques que le prince venait de lui donner, et d'ailleurs il pensait qu'il avait simplement bu. Alors il fait savoir que son oncle Val Balorard n'est qu'un chevalier idiot et arrogant. Puisqu'il ne comprend pas, ils ont tous besoin de le savoir. Il doit leur montrer ce qu'ils ont abandonné et perdu. S'ils ignorent l'histoire qui a construit le monde dans lequel ils prospèrent, alors il va devoir le renseigner. Le renseigner ce qu'une épée de valeur ne pouvait trancher, voire séparer les écailles d'un dragon comme il le faisait jadis. Ils buvaient leur sang encore chaud alors que la créature hurlait de peur et d'agonie. Cette fois-ci, il a activé l'hymne du véritable tueur de dragons. Le système l'informe que son niveau ne lui permet pas d'utiliser un hymne aussi puissant. Pour qu'il ne meure pas en utilisant son propre pouvoir, le système désactive une grande partie de son pouvoir, lui permettant d'utiliser qu'une infime partie de ce pouvoir. Bien que cette partie qu'il avait obtenue était faible, mais cela était suffisant. Cette fois-ci, il était bien sérieux et ne voulait plus s'amuser. Comme avec les précédentes attaques, son oncle l'arrête. Mais quelle fut sa surprise de voir que sa lame a été abîmée. À cet instant, il comprend son erreur. S'il ne fait rien, il allait se faire dévorer. La seconde suivante,
Le premier prince a été projeté. Son oncle n'avait toujours pas bougé et il y avait bien une explication à cela. N'acceptant pas la défaite, ce dernier avait utilisé 4 anneaux alors qu'il avait promis qu'il n'utiliserait qu'un seul anneau pour que le combat soit équitable. Le pire dans tout cela, c'est qu'il a quand même perdu. Il n'a pas réussi à empêcher son épée d'être découpée par le premier prince. Et le premier prince savait parfaitement que son cœur de mana ne pouvait égaler la chaîne de mana de son oncle. Il n'y avait aucun doute là-dessus. C'est alors qu'il l'appelle Comte Val-Balorard. Il semblerait qu'il ait perdu leur pari. Quelque temps plus tard, alors qu'il dormait, il a commencé à faire des cauchemars sur une bête qui se faisait massacrer. Son sang gissait de partout. Et dans tout cela, l'épée Gruorn était derrière ce massacre. C'est alors qu'il se réveille. La douleur qu'il ressentait était atroce. Il se retourne dans tous les sens, mais rien n'y fait. Tout cela est à cause de l'hymne de l'esprit guerrier qu'il avait utilisé pour affronter son oncle. C'est le prix à payer pour avoir utilisé de force l'hymne de l'esprit guerrier alors qu'il n'avait pas le niveau. Tout cela avait mis son corps dans un état catastrophique. Mais pour lui, ça valait le coup. Pour augmenter le pouvoir de l'hymne d'esprit guerrier, il doit gagner des combats, se faire un nom. Et ses victoires se transforment en fierté avant de devenir une force. Avec les 100 duels qu'il a pu faire récemment, il a dû endurer 1000 vagues. Et la raison pour laquelle il dit que le combat avec son oncle n'était pas un mauvais choix, c'est parce que cela lui a permis d'augmenter son pouvoir de l'hymne de l'esprit de combat. Assez pour qu'il soit rassuré concernant son combat avec le troisième prince. C'est alors qu'Adelia l'informe qu'il a enfin repris conscience. Lorsqu'il était inconscient, c'était le chaos dans le palais. La reine s'est disputée avec son frère pour cela. Elle n'avait jamais vu la reine autant en colère. Pour lui, c'était bien fait pour son oncle. Le comte Balorard lui avait laissé un message. Il fallait l'informer lorsque sa majesté allait se réveiller. Et bien pour ça, elle n'a pas besoin de le prévenir maintenant. Pour le moment, il préfère se reposer. Avec tout ça, il avait poussé son corps à bout. Et s'il ne laisse pas son esprit se reposer après avoir subi de tels dommages, le prix à payer sera terrible. Il verra la réalité et les souvenirs du passé se mélanger dans un chaos sans nom. Au bout d'un certain temps, la réalité va complètement s'effondrer. Il deviendrait fou, condamné à répéter les mouvements de son esprit guerrier dans un monde à part. Rien que de penser à ce qui pourrait lui arriver, ça lui donne la chair de poule. Agnès Bayern était une breteuse hors pair. Puisqu'elle est une descendante de cette Bayern, elle devrait être capable d'hériter de l'hymne d'esprit guerrier qu'elle a laissé derrière elle. Donc si elle comprend bien, son ancêtre est une grande guerrière. Bien sûr qu'elle l'est. Il faudra qu'elle devienne bien meilleure que maintenant afin de pouvoir profiter de cet hymne. D'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi veut-elle apprendre à manier l'épée? Timide, cette dernière n'arrive pas à donner de réponse. À chaque fois, elle essaie, mais les mots ne sortent pas. Si elle n'a pas d'idée ou n'y arrive pas, elle peut toujours lui dire ça plus tard. Ce qu'elle veut, c'est devenir l'épée de sa majesté, ce qui l'a surpris, car ses paroles ont activé son hymne d'exploits martiaux. Concernant cet hymne, il y a plusieurs cas. Il arrive que certains hymnes s'activent durant la guerre. Lorsque la trompette annonce la charge, certains découvrent leur hymne de la guerre. Lorsque d'autres réussissent des exploits comme lui, ils peuvent débloquer un hymne. Et dans certains cas, cela peut commencer avec un serment sincère. Elle l'informe qu'elle vivra toute sa vie seulement pour lui et donnera absolument tout pour sa majesté. Le système informe qu'Adelia Bayern venait de créer l'hymne de la subordination. Mais alors, est-ce bien l'hymne guerrier d'Adelia? Il s'avère qu'à certains moments, l'hymne de certaines personnes peut influencer celui des autres. Ainsi, son hymne a causé la création des nouvelles hymnes d'esprit guerrier. Son rang était normal, mais sur le moment, c'était un choc pour lui, car c'est la première fois qu'il voyait ça. L'hymne de la subordination est un hymne dédié à un maître. Plutôt que d'obtenir l'hymne d'esprit guerrier, la personne obtient un serment de soumission liant deux âmes. Il n'arrive pas à y croire, car quand bien même elle possède le trait mentalité d'esclave, il n'aurait jamais pensé qu'un descendant de la marquise de l'épée tiserait un hymne de subordination. Il semblerait qu'il ait reçu une aide qu'il n'attendait pas. Mais tant qu'il était la cible de cet hymne, cela signifie que plus elle deviendra forte, plus cela allait l'avantager. Alors tout heureux, il se lève et la remercie pour cela. À cet instant, elle ne comprend pas ce qu'il avait fait. Pourquoi l'avait-il remercié? Le prince ne savait pas quel était leur futur. Mais pour le moment, il va continuer ainsi. Quelques jours plus tard, toujours dans le palais, son visage avait commencé à changer. Son garde est plutôt perturbé et ne parle pas. C'est alors qu'une femme demande « Ian, est-ce que
que son corps allait mieux. Oui, tout allait bien. Il était facile pour lui d'avoir affaire à ceux qui détestaient le prince, qui possédait ce corps avant. Mais cela était extrêmement difficile pour lui d'interagir avec ceux qui appréciaient l'ancien propriétaire de ce corps. C'est alors qu'il lui demande: est-ce qu'il déteste son oncle? Il doit savoir qu'il n'avait pas vraiment voulu lui faire de mal. Alors même s'il lui en veut, il doit essayer de passer outre ce sentiment. Son oncle, il ne le déteste pas. C'est alors qu'elle hurle et dit que pourquoi il l'a maltraité, alors il doit certainement être en train de mentir. Non, il ne ment pas. Il ne déteste pas son oncle. D'ailleurs, il l'avait touché profondément ce jour-là. Sa fierté et ses croyances ont été piétinées durant ce duel. En ce moment, cela devait être bien plus dur pour lui, car il avait semé une graine en lui, un démon intérieur. Tous disaient que le cœur de Mana ne servait à rien face à la chaîne de Mana. Mais alors que se passerait-il si son oncle venait à être vaincu par le cœur de Mana? S'il en a la capacité, après ce duel, son oncle pouvait bien progresser. S'il n'arrive pas à dominer ce démon, il risque de tout perdre, même son précieux exploit martial. Et en réalité, il s'en fout de ce qui pourrait lui arriver. Sa mère lui fait savoir que son oncle avait passé sa vie plus proche de son épée que de ses proches. Il peut paraître bizarre et maladroit, mais récemment, il avait l'air plutôt fier de lui. Il est même allé jusqu'à persuader son Altesse, son père. C'est justement grâce à son oncle que sa punition a été levée plus tôt que prévu. Mais à peine cette punition levée, il s'est rendu dans un lieu privé pour provoquer un bordel pas possible. Cela a dû être dur pour son oncle aussi. Il comprend mieux maintenant pourquoi ce dernier avait l'air déçu. Mais alors, pourquoi il ferait tout ça pour lui, alors que jusqu'à maintenant, il l'a toujours méprisé et rabaissé pour son pouvoir? Un jour, un certain Niccolo Marchiadel est venu le voir. On l'appelle le vieux érudit. Mais lorsqu'il l'a vu, il a refusé catégoriquement, ce qui a surpris ses serviteurs. Rapidement, il pète les plombs. Pourquoi doit-il subir tout ça? Eh bien, si l'homme ne s'instruit pas, qu'est-ce qui le différencie de la bête? Qu'il ne le traite pas d'animal. Il vient à peine de commencer ses études. Il ne peut donc pas le qualifier de bête. On pourrait penser le contraire, mais il fait savoir qu'il savait déjà tout ce qu'il y avait à savoir. Il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Dans ce cas, s'il insiste, ils vont procéder de cette façon. Il discutera de quelques sujets avec lui et s'il est si doué qu'il le prétend, il ne reviendra plus lui rendre visite. Ça, c'est quelque chose qu'il apprécie. Rapidement, le ton a commencé à monter et le prince informe que c'est la raison pour laquelle il faut toujours rester vigilant. C'est dans la nature humaine d'écraser les plus faibles pour avancer. Il a parfaitement raison. Il pense qu'il pourrait apprécier cet ouvrage. Ce dernier considère la relation entre un dirigeant et ses sujets comme un contrat ou une transaction. Le dirigeant reçoit un soutien économique et militaire tant qu'il continue de protéger ses sujets. Les sujets obtiennent protection et stabilité tant qu'ils sont loyaux envers le dirigeant. Cela avait du sens car chaque relation est basée sur un échange équivalent. Ainsi, le prince s'est fait avoir par le vieux érudit qui, avec de belles paroles, a réussi malgré lui à lui enseigner sans qu'il ne s'en rende compte. Eh bien, maintenant, c'était terminé. Il serait ravi de pouvoir discuter avec lui le lendemain. Le vieil homme joue sur les mots pour lui faire croire que ce n'était que de simples discussions. Et le prince, tout heureux, l'informe qu'il attendra sa venue. Mais attends, vient-il d'assister à un cours? Donc le vieux a réussi à la voir sans effort. Alors que ce dernier traversait les couloirs, il s'est rendu compte d'une chose. Le premier prince était bien différent des rumeurs. Quelque temps plus tard, il était juste allongé. Il s'ennuyait à mort. N'a-t-il pas été actif récemment? Étant donné qu'il ne peut pas s'entraîner, il n'a plus rien à faire. C'est alors qu'on annonce que le seigneur Val Balorard était venu le voir. Ce qui le rend heureux, enfin une visite. Sa servante lui demande que devrait-il faire, qu'on le fasse entrer. Plusieurs jours étaient passés depuis leur dernier duel. Il était temps qu'il vienne le voir, mais il semblerait qu'il n'ait pas du tout vaincu le démon intérieur qu'il avait créé en lui. Arrivé étonnamment, il présente ses excuses, ce qui l'a surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Son oncle l'informe qu'il avait rompu la promesse qu'il avait faite et il lui a infligé une blessure grave. Il n'a pas d'excuse pour ce qu'il a fait. Mais est-il devenu fou? La raison pour laquelle il avait été gravement blessé, ce n'était pas à cause de l'épée de son oncle. C'est à cause de son propre pouvoir. L'hymne du véritable tueur de dragons qui était trop puissant pour son corps actuel. Maintenant, il comprend encore mieux les paroles de sa mère. C'est alors que son oncle l'informe qu'il peut demander tout ce qu'il veut. S'il lui demande son bras, il le donnera. S'il lui demande un œil, il le fera aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire de ces merdes?
Tout cela l'énerve car son oncle aurait pu devenir un maître de l'épée, mais voilà qu'il n'arrive pas à se débarrasser de ses démons intérieurs. Bon, il va lui dire ce qu'il souhaite. Il demande à son oncle de le laisser sortir à l'extérieur. Son oncle est stupéfait, car sa punition était déjà terminée. Il peut donc sortir quand il le veut. En fait, ce n'est pas une simple excursion d'une journée. Il veut partir quelque part loin de ce palais, à l'extérieur de la capitale. Alors son oncle l'informe que cela allait prendre du temps d'organiser une telle sortie, surtout avec le banquet qui arrive. De plus, s'il sort maintenant, il faudra revenir rapidement pour le banquet. Pour lui, ce n'était pas grave. Dans ce cas, il le contactera une fois que le planning aura été décidé. C'est alors que son chevalier a commencé à le fixer. Alors il lui demande pourquoi il le fixe comme ça. Cela était juste inattendu car il pensait qu'il allait demander quelque chose de plus insensé. Le comte avait brisé sa promesse. C'était donc une opportunité unique pour lui de l'utiliser de bien des manières. À cet instant, le prince, d'un air calme et surtout d'un ton ferme, il lui fait savoir qu'il ne pouvait pas faire ça, car voir ce vieux grincheux agir de la sorte lui fait extrêmement mal. Il préfère lorsqu'il est arrogant envers lui. C'est alors que le chevalier Karl éclate de rire. Pourquoi est-ce qu'il rigole ? Alors il informe Karl. Il trouve qu'il prend bien la confiance avec lui en ce moment. Une personne appelle Sa Majesté. Adélia l'informe que la lettre qu'il attendait venait d'arriver. La lettre venait d'une femme qui lui a fait savoir qu'elle avait accompli récemment un petit exploit. Et pour cette raison, elle allait lui rendre visite dans pas longtemps. Et elle espère qu'il se porte bien. Cette bonne nouvelle arrivait au bon moment. 5 jours plus tard, son oncle a tout organisé et à peine 2 jours plus tard, ils étaient déjà prêts à quitter le palais. Tout heureux, il a demandé à son oncle dans quel territoire ils allaient se rendre. Ne peut-il pas rester 2 minutes en place ? Il va tout lui expliquer alors qu'il retourne à l'intérieur. Alors son oncle lui a fait savoir qu'un peu plus loin se trouvait le comté d'Hélène, considéré comme étant un pilier de l'industrie d'armement de la cour royale. Dans ce royaume, on y trouve des mines de fer qui leur donnent un minerai de haute qualité. Il se trouve qu'ils disposent aussi d'artisans forgerons qui ont amélioré leurs compétences au fil du temps pour devenir de grands raffineurs. Il ne serait même pas choquant de dire que la moitié des armes de la famille royale aient été fournies par le comté d'Hélène. Maintenant que le premier prince a bien développé son corps, il était temps pour lui de se trouver une bonne épée. À la base, concernant l'épée, il voulait se fournir dans l'armement royal. Mais Karl, son chevalier personnel, lui a fait savoir qu'un ordre royal lui interdisait de lui donner une seule arme. Mais en y pensant plus sérieusement à cette situation, cela fait sens, puisqu'il est mort à cause d'une épée royale. Il s'est lui-même ouvert la poitrine. Il comprend la décision de son père, mais il veut une bonne épée. C'est la raison pour laquelle il doit sortir du palais royal. C'est alors qu'il s'arrête un instant pour observer son oncle. Il semblerait que malgré son apparence, il est étonnamment prévoyant. Tout ça commence à énerver son oncle, alors il demande qu'on ferme la fenêtre de ce foutu gamin. Non, il était hors de question. Et ainsi, le temps est passé. Son oncle l'a informé qu'il n'allait pas rester longtemps dans le comté d'Hélène, qui se trouvait d'ailleurs à 3 jours de la capitale. Une fois qu'ils seront passés au comté d'Hélène, ils prendront direction vers le château du Lion de Fer, à 2 jours de route à partir du comté d'Hélène. Cet endroit leur permettra de se reposer avant d'entamer le retour vers la capitale. Tout cela le frustre car cela fait maintenant 3 jours qu'il est coincé dans le carrosse sans pouvoir bouger. La personne assise devant lui, à savoir Adélia, n'était pas du tout drôle. Alors il décide de faire les choses autrement. Puisqu'il avait le temps, il devrait vérifier son cœur de mana. Il a reçu de nombreux effets secondaires dus au fait qu'il avait utilisé l'hymne du véritable tueur de dragons. Son cœur de mana est complètement vide. Maintenant qu'il s'était un peu rétabli, il fallait qu'il le remplisse. Il rassemble toutes les particules de mana dissimulées dans son environnement. Il remplit son cœur de mana. À l'instant suivant, il ne finit pas sa phrase. À ce moment-là, il avait remarqué quelque chose. Alors il demande depuis quand son cœur de mana était devenu aussi grand. Le système l'informe qu'il a tenté un exploit extraordinaire au-delà de ses capacités. Il avait gardé une partie de cette volonté colossale. Mais alors est-ce la conséquence pour avoir utilisé de force l'hymne du véritable tueur de dragons? Le système informe que le fait qu'il ait pris autant de risques a impacté son corps. C'est la raison pour laquelle son cœur de mana avait grandi. En conséquence de l'agrandissement de son cœur de mana, son physique avait aussi évolué. Le système rajoute que son corps pouvait désormais utiliser plus de mana. Il vient d'atteindre le stade expert de l'épée et cela a amélioré sa connexion avec ses origines. Certaines des restrictions sur les autorités avaient été levées. L'autorité troisième œil s'était
considérablement amélioré. L'autorité tierce s'est aussi considérablement améliorée. Lorsque sa servante voit sa réaction, elle se demande ce qui se passe. Il s'avère qu'il était content car il s'était rendu compte qu'il était devenu encore plus fort. Quelque temps plus tard, ils sont enfin arrivés au comté d'Hélène. Tous ont montré du respect lorsque Sa Majesté est apparue. Il se présente sous le nom d'Edgar, de la famille Hélène. L'homme à droite informe être le fils aîné. Son nom est Torrance. Il salue son Altesse. Le prince les remercie pour leur hospitalité. On l'invite à rejoindre sa chambre. Même s'il s'attendait à ce que cet endroit soit un site de production d'armes, il ne s'attendait pas à ce que la maison en elle-même en soit remplie. Quel dommage que toutes ces armes ne soient que des objets de basse qualité. Certes, cela était impressionnant, mais en combat réel, ces armes seraient absolument inutiles. Il semble que cela est assez difficile de trouver l'objet qu'il cherche dans cet endroit. N'avait-il pas dit que la guilde des forgerons se trouvait sur leur terre? Dans ce cas, il aimerait y jeter un coup d'œil. Avant toute chose, il doit savoir que les forgerons sont tous, sans exception, des gens au fort caractère, rudes et surtout têtus. Lorsqu'ils ont beaucoup de travail, cela peut arriver qu'ils ignorent même le Seigneur s'il les visite. Ils peuvent sortir des mots froids et qui peuvent blesser. S'il est offensé par ces gens, qu'il les ignore tout simplement et fasse preuve de générosité. Lorsque la porte s'ouvre, on entend le bruit des marteaux qui martèlent le fer. La chaleur du fourneau était intense. Si le prince ne peut le supporter, il pourra l'en informer. À cet instant, il était sous le choc à cause du martèlement du fer qui remplissait la pièce. C'est alors qu'Edgar lui demande ce qui ne va pas. Les flammes produisaient un bruit reconnaissable continu. Le soufflet sifflait à cause de la chaleur extrême. Et en même temps, le forgeron frappait le fer encore et encore. Et un son exceptionnellement clair se distinguait de tous ces bruits. À cet instant, il s'est rendu compte d'une chose en observant ce forgeron. Ce bruit qui résonnait dans la pièce est la première chose qu'il avait entendue. C'est la première chose dont il se souvient. C'était son premier souvenir lorsqu'il était une épée. Sa servante tente d'essuyer la sueur sur son visage, ce qui l'a surpris. Elle l'informe qu'elle le fait parce qu'il transpire beaucoup. Alors le premier prince n'a rien dit. Elle a tout simplement laissé faire. Puis encore une fois, il regarde ce forgeron. Un homme est arrivé et informe que ces humbles personnes saluent son Altesse le prince. Edgar lui fait savoir que cet homme porte le nom de Zachsen. C'est le responsable de cette guilde de forgerons. Il comprend, mais le prince ne va rien dire et ne fera qu'observer le travail de cet homme. Lorsque Zachsen voit le prince regarder cet homme, il se précipite pour demander à cet homme d'arrêter son travail pour saluer son Altesse, ce qui a mis en colère Adrian, qui l'informe qu'il est trop bruyant. Lorsqu'il regarde autour de lui, il comprend enfin la situation. Il est évident qu'ils ont été traînés de force pour le saluer alors qu'il travaillait et qu'il n'avait pas envie de le faire. S'ils font quelque chose qu'il n'a pas demandé, le fer va refroidir, à moins qu'ils ne prévoient de laisser le feu du fourneau s'éteindre. Ils devraient retourner à leur travail. La seconde qui a suivi, tous se ruent vers les fourneaux. On actionne le soufflet. Un autre demande qu'on reprenne les outils. Le prince n'a pas bougé. Depuis ce moment, il n'a fait qu'observer cet homme. Au premier regard, il semble faible, mais il ne faut pas se fier à sa condition physique. Cet homme est réputé pour ses capacités hors pair. Chaque coup qu'il donnait au fer avait une grande importance. Il pouvait sentir chaque respiration. Alors encore, en observant cet homme, il se demande quelle était cette sensation. On l'a informé qu'ils ne savent pas pourquoi, mais ce forgeron, depuis 6 mois, n'a fait que créer des armes et une fois terminé, il fond ces armes et les détruit. Mais alors, est-ce que ces armes sont des échecs? Cela était difficile à dire. On raconte que chaque épée que cet homme a forgée était un chef-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle il porte le nom du maître forgeron de l'épée. Toutes les armes qu'il a créées jusqu'ici lui semblaient parfaites. Et connaître la raison pour laquelle il détruit ses propres armes reste encore un mystère. Ils ont aussi remarqué que depuis 1 mois, il dort à peine et se consacre corps et âme à son travail. Cet homme n'était plus jeune et cela les inquiète en ce qui concerne sa santé. En écoutant tout cela, le premier prince est resté silencieux, puis reconnaît que c'était un véritable artisan. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis sa venue en ces lieux. Le prince Adrian se rendait à la forge très tôt chaque matin et ne partait que très tard le soir. Le vieil homme, quant à lui, n'a jamais prêté attention à sa présence et n'a fait que suivre son travail. Et le prince ne se préoccupait pas de cela. Tout ce qu'il faisait, c'était le regarder en silence.
silence. Cependant, d'autres étaient très inquiets car le premier prince possède une mauvaise réputation et ils s'attendaient à ce qu'il y ait des incidents qui ne se sont jamais produits depuis l'apparition du premier prince. Finalement, c'était le dernier jour et le premier prince devait se préparer à son départ. Mais il est encore une fois resté silencieux. Le vieil homme n'a fait que travailler sa lame. Puis on entendit ces mots de la bouche du prince. Quel dommage! Il aurait aimé voir cette lame achevée avant de partir. Il se retourne, l'air déçu. Et dans son regard, tout ce qu'on pouvait voir, c'était un profond regret. Puis il dit à ses hommes qu'il fallait y aller, car on l'avait informé qu'il y avait un banquet d'adieu organisé ce soir-là. Ils allaient prendre le chemin des lobes. Edgar n'a rien dit et a regardé le premier prince. Lui aussi espérait que le maître forgeron finirait la lame avant qu'il ne parte afin que le premier prince puisse ne serait-ce que voir son chef-d'œuvre. Le lendemain, un homme tout heureux a commencé à courir vers lui. C'est Edgar qui l'informe qu'il semblerait que le maître forgeron ait achevé l'épée. Alors sans attendre, il se dépêche pour pouvoir voir cette épée. Devant lui se trouvait le maître forgeron. Il était en train de nettoyer sa lame. Une fois que cette dernière fut nettoyée à la perfection, l'homme tendit l'épée en s'agenouillant devant son Altesse. Il informe qu'il dédie cette lame à son Altesse, ce qui a surpris Edgar. Il ne s'attendait pas à ça. On dit que pour créer une épée royale, il faut la chauffer comme le soleil s'élevant sur l'horizon. Ensuite la refroidir jusqu'à ce que son teint égale la robe pourpre du roi. Et seulement ainsi, une épée représentant le soleil et la loyauté naîtra alors. Ces mots viennent des chants des forgerons. Alors son Altesse demande, cette lame avait-elle un nom? Que dirait-il de lui donner le nom de crépuscule? Le premier prince demande encore une fois, s'agit-il du crépuscule de l'aube ou de celui du soir? L'homme informe que cette lame correspond à celui du soir, mais pour son Altesse, cela correspond à celui de l'aube. C'est alors qu'Adrian éclate de rire et informe que pour un forgeron, il semble être bien éloquent. Tout cela a été un soulagement pour lui. L'instant suivant, le vieil homme s'est effondré. À cet instant, son visage est devenu froid et il dit à ses hommes d'aller voir son oncle et de l'informer qu'il passerait la nuit en ces lieux. Ainsi, comme l'avait décidé le premier prince, tout a été organisé pour qu'il puisse rester un jour de plus. Le vieil homme l'a informé qu'au moment où son Altesse s'est tenue derrière lui ce jour-là, l'épée avait pris forme comme par miracle, comme si l'épée avait décidé du jour où elle naîtrait. Alors son Altesse lui demande « Est-ce ce qu'il pense ?» Puis après cette question, il s'est approché de lui et a décidé de révéler la vérité que tous ignorent. En réalité, il est l'épée Gruorn qui a pris le corps du prince, ce qui a surpris le vieil homme. Et le prince confirme que c'est la vérité. Et c'est pourquoi il peut comprendre le cœur d'un compagnon. Alors le vieil homme fit sortir un rire faible et dit qu'il comprend mieux maintenant. Il aimerait qu'il lui passe cette épée un instant. Sans hésiter, il lui a donné la lame. Il fit donc un dernier vœu et demande que cette épée devienne aussi grande que lui. Le prince comprend l'importance de ses paroles. Elle informe qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il peut lui faire confiance. Peu après cela, le vieil homme est mort. Et le prince finit en disant que cette épée deviendra grande. Quelque temps plus tard, Edgar l'a informé qu'il était impossible d'évaluer la valeur d'une épée qui a été façonnée avec l'âme du maître forgeron. Cela serait gênant que son Altesse utilise une telle épée. En d'autres termes, il propose que son Altesse lui rende l'épée. Et en échange, il propose de lui donner une autre épée magique. Il reconnaît que c'est une bonne épée, même si elle n'est pas de haut rang. C'est une épée de rang moyen. Le simple fait qu'elle soit une épée dans laquelle le maître forgeron de renommée a mis toute son âme en fait un cadeau inestimable. Mais de là à ce qu'il lui offre une épée magique, en plus de la première, il doit reconnaître que la loyauté de la famille Hélène envers la famille royale est exceptionnelle. Tout déçu, il informe que cela est un honneur pour leur famille. En réalité, Edgar essayait de trouver une excuse pour récupérer l'épée du maître forgeron. Mais finalement, au lieu de pouvoir échanger les épées comme dans son plan, il a fini par donner 2 épées au premier prince. Il n'arrive pas à y croire. Quelque temps plus tard, son oncle partage le plan concernant la formation de départ. Ils sont en retard sur l'horaire. Il fallait donc augmenter le rythme. Tous répondent sans se poser de questions. Il remarque que son oncle avait l'air fatigué. Maintenant qu'il y pense, durant tout son séjour, il n'a pas vu son oncle ne serait-ce qu'une seule fois. C'est là qu'il l'informe que Sa Majesté lui avait confié une mission,
Donc son excursion n'était pas vraiment gratuite. Ils se préparent. Ils vont devoir augmenter le rythme pour pouvoir atteindre le château du lion d'acier ce soir. Il allait donc devoir monter à cheval. En parlant de ça, il ne sait pas monter à cheval. Attends, est-il vraiment sérieux? Eh bien avant, il était une épée. Comment aurait-il pu apprendre à monter à cheval? Peu de temps après ça, le prince a commencé à gerber. C'était bien pire qu'il ne le pensait. Il avait même réussi à faire fuir le cheval. Même si cela n'a pris qu'une demi-journée, comme prévu, ils sont finalement arrivés à destination en une journée de voyage. Mais est-ce bien le château du lion d'acier? Un homme nommé York de la famille Woloden salue sa majesté, le premier prince. Tous le saluent. Il semble qu'ils soient tous sur les nerfs en ce moment. Quant à la raison de cela, elle est évidente. Le premier prince avait fait de cette femme sa chevalière. Mais alors devrait-il secouer un peu les choses? C'est alors qu'Arwen s'avance pour saluer son Altesse et informe qu'elle avait compté les jours passés à attendre l'occasion de le revoir. L'effet a été immédiat. La rage est apparue dans leurs yeux. Mais rapidement, une autre bête s'est réveillée. Non, il fallait la calmer. Elle ne pouvait pas se mettre en colère juste pour cette hostilité envers lui. S'il laisse sa deuxième personnalité prendre le dessus, elle risque de tuer tout le monde. Rapidement, elle est revenue à elle-même après avoir entendu son nom de la bouche d'Adrian. Alors elle présente ses excuses. Cela le soulage car s'il n'avait pas développé sa mentalité d'esclave plus tôt pour pouvoir la contrôler, cela aurait été plus compliqué. Et bien maintenant, il peut commencer. Il aimerait qu'Arwen le suive maintenant. Ils vont avoir beaucoup de choses à se dire. Cela serait encore mieux si les gardes derrière elle pouvaient les suivre. Peu de temps après ça, le premier prince s'est changé. Il aimerait voir l'escrime des lions d'acier, réputé comme étant la meilleure du royaume. Il veut le voir de ses propres yeux. Mais alors, qui est prêt à l'affronter? Tous détournent le regard, car c'est quand même le prince. Alors il informe que si c'est son statut qui dérange, il jure sur le nom de Leonberg que personne ne sera tenu pour responsable de l'issue de cet entraînement. Mais alors, toujours personne? Quelle déception! Il n'avait jamais pensé que les lions d'acier manquaient de courage. Il semble qu'il ne mérite pas le titre de meilleur du royaume. Son nom est Dal, de la famille de Nantes. Bien qu'il ne soit pas le représentant d'escrime des lions d'acier, s'il le permet, il aimerait affronter sa majesté durant cet entraînement. Il n'a pas besoin de permission, c'est lui qui lui a demandé de combattre. Dans ce cas, qu'il fasse attention à lui. Le prince n'a fait que regarder avant de bloquer sa première attaque. Rien que cela l'a blessé. L'instant suivant, on constate que Dal a été vaincu. Que le suivant s'avance. Les autres chevaliers ne comprennent pas. Un autre nommé Paul Rotheim se propose et informe que Dal n'était qu'à sa première année. Mais lui, c'était sa troisième année. C'est le même résultat. Il a été vaincu. Ainsi, tous ont été massacrés un par un alors qu'ils pensaient pouvoir faire la différence. Tous pensaient que personne ne pouvait battre l'escrime du lion d'acier. Mais rapidement, ils ont été vaincus et le prince commence à se lasser. Maintenant, il veut bien affronter ses chevaliers. Mais alors, pourquoi sont-ils si lents à agir? Alors il appelle Arwen. Il informe que quand il rentrera, elle viendra avec lui. Cette dernière n'était pas contre cette décision. Et d'ailleurs, elle informe qu'elle fera ce que sa majesté désire. Cela a réveillé la rage d'un homme, que c'est facile d'attirer sa proie. Il a entendu dire que sa majesté appréciait les combats avec un enjeu. Serait-il intéressé de faire un pari avec lui pour rendre les choses plus amusantes? S'il bat son Altesse, avant même qu'il finisse sa phrase, il informe qu'il refuse. Arwen n'était pas une récompense. Pourquoi ne parie-t-il pas autre chose? Il demande à Karl de lui donner son épée. S'il gagne ce duel, alors il pourra repartir avec cette épée. Ce qui surprend Arwen, mais surtout son adversaire n'y croit pas. Arwen l'informe que s'il fait ça, encore une fois, il l'arrête. Et informe qu'elle est 100 fois, 1000 fois plus précieuse que cette épée. La valeur d'un maître de l'épée ne pouvait être comparée à celle d'une simple lame. Il accepte volontiers le défi. Son nom est Dunham de la famille Fahrenheit. Il est un chevalier officiel des lions d'acier et il est sur le point de développer son troisième anneau. Donc il n'est qu'un simple double anneau. Il met lui aussi en jeu son épée. C'est la 17e lame forgée par un artisan renommé comme étant le maître forgeron de l'épée. S'il gagne, cette épée lui reviendra. Quelle coïncidence! Il a également une épée créée par ce même forgeron. C'est la 100e qu'il a faite.
Il n'a jamais entendu parler de la 100e épée forgée par cet homme. Il s'en doute bien car cette lame est sa dernière œuvre, qui a été créée seulement il y a quelques jours. Qu'il en soit ainsi. Bien que Sa Majesté avance sur une voie erronée de l'épée, il peut quand même reconnaître les forces sans fin de cette voie. Pour lui montrer son respect, il doit se donner à fond. Dans ce cas, pour montrer son respect à son tour, il se doit de se donner à fond durant ce combat. Dire qu'il est dans une voie erronée parce qu'il possède le cœur de Mana, cela est insignifiant à ses yeux. Cette position n'a jamais été la sienne. Alors à cet instant, il demande à Adelia de regarder attentivement. Cette voie qu'il montre, c'est celle qu'elle devra suivre à partir de ce jour. Qu'elle ne doute jamais du cœur de Mana. Son pouvoir s'éveille et elle informe qu'elle s'en remet à lui et à son jugement. Le comte Val demande, c'est la combienième fois qu'ils viennent au château du Lion d'Acier? C'était la 4e fois. Le 4e prince n'est pas intéressé par le trône. Il doute donc qu'ils viennent. Les 3e et 5e princes sont venus lorsque le premier prince était encore en probation. Même le second prince était venu il y a peu de temps. Peu importe quelle était sa réputation auparavant, il est indéniable que le premier prince est devenu l'héritier légitime du royaume. Mais pour que les choses en arrivent là, c'est en grande partie de sa faute. Si lui, le commandant de la 3e légion, avait montré ne serait-ce qu'un peu de soutien pour le premier prince, il n'aurait pas été si isolé. Alors pourquoi maintenant agit-il comme son tuteur après tout ce temps? Il savait qu'il n'avait pas tort. Il avait mis son neveu de côté. Il avait pensé qu'il aurait été un dirigeant incompétent, mais surtout un tyran. C'est le genre de personne qu'était son neveu avant. Un jour, alors qu'il l'engueulait parce qu'il s'était enivré avec des potions obscures, ce dernier est rentré dans une rage folle, avant de prendre une épée et de le menacer. Lui, son propre oncle. Il était un idiot sans espoir. Lorsqu'il était rentré dans le nord, déçu d'un tel comportement, cet idiot lui a envoyé une lettre et du vin empoisonné. Lorsqu'il a vu cela, il a décidé de tout boire. Non pas parce qu'il voulait mourir, parce que son poison ne pouvait pas le tuer. Il l'a éliminé avec son mana et il a tout bu parce qu'il voulait effacer le peu de lien qui le reliait encore à cet enfant. Cependant, après quelque temps, cet idiot qu'il pensait voué à rester le même pour le restant de ses jours avait complètement changé du jour au lendemain. Il a réussi à endurer un entraînement intensif et devient de plus en plus fort chaque jour. N'avait-il pas dit que le premier prince ne devait absolument pas devenir roi? Il avait changé d'avis parce que l'homme qu'il est devenu est complètement différent de celui qu'il était. Il veut qu'il lui donne une chance et lui apporte son soutien. Ne serait-ce que de quoi commencer au même niveau que les autres princes. Sans aucune hésitation, Val Balorard, qui était autrefois très arrogant, le supplie pour qu'il accorde au premier prince son soutien. Il ne comprend pas vraiment. Il n'a aucune idée de si c'est lui ou le premier prince qui avait changé. Avant tout, il devait relever la tête. Un lion d'acier comme lui ne pouvait pas faire ça. C'est alors qu'un chevalier arrive pour alerter Walloden. C'était au sujet du premier prince. Walloden dit au comte de ne pas s'inquiéter. Il est certain que Dunham savait se retenir et il ne ferait pas de mal au premier prince. Rien de grave ne pouvait arriver. Même avec de vraies épées, il ne devrait pas s'en prendre inconsciemment à un membre de la royauté. C'est alors que Balorard informe que ce n'est pas pour le premier prince qu'il devrait s'inquiéter. C'est plutôt pour son chevalier. Il semble qu'il ait vraiment changé. Tout à l'heure, il était tout pâle et voilà maintenant qu'il sort beaucoup d'ineptie. Peu après, un homme est jeté à terre. Ils ne comprennent pas. Est-ce bien Dunham? Tous commencent à crier et disent que même Dunham s'est fait battre. Sa Majesté avait encore gagné. C'est quoi ce bordel? Ne lui avait-il pas dit? Le premier prince est resté silencieux. Et son oncle redit encore une fois les mêmes paroles. Ce n'est pas pour le premier prince qu'il faut s'inquiéter. Et le premier prince demande qui est le suivant. Son oncle avait toujours dit qu'on devient un véritable chevalier qu'à partir du 2e anneau. Il reconnaît que ces mots n'étaient qu'une exagération. L'actuel hymne de combat ne suffit pas et il ne peut utiliser l'hymne du véritable tueur de dragons contre un simple chevalier. Alors pour combattre cet homme, il avait utilisé une caractéristique appelée hyper-concentration. Cela lui permet de rendre tout silencieux autour de lui. En ressentant la sensation qu'il avait ressentie lors de la création de l'épée, sa puissance avait considérablement augmenté, ce qui lui a permis de le repousser. Maintenant, il veut savoir qui sera son prochain adversaire. Ainsi, le premier prince a repris les combats. Malgré le nombre de chevaliers qu'il affronte, son niveau ne redescend pas. Aucun ne pouvait retenir ses coups. Et ainsi, le temps est passé
passé et tous ont été vaincus sans que personne ne puisse l'arrêter. Plus personne ne pouvait relever le défi du premier prince. Lorsqu'il reprend enfin son souffle, tous acclament le premier prince et informent qu'il avait aussi vaincu Péton. Cela faisait maintenant 5 victoires d'affilée. Au cours d'une centaine de duels, il a enduré 1000 vagues. Ces derniers combats lui ont permis de composer un chant qui dit qu'il resterait fier devant celles qui se dresseront devant lui. C'est alors que le système l'informe qu'un nouveau verset a été ajouté à l'hymne de combat. Son hymne de combat est passé au rang extraordinaire. Son rang avait augmenté. Désormais, un nouvel hymne est apparu. C'est l'hymne des duels. Le premier prince dit alors avoir enfin réussi. L'instant suivant, il s'est effondré. Un chevalier le rattrape pour savoir s'il va bien. Il respecte la victoire de sa majesté. Il crie en disant qu'il respecte sa volonté. Il respecte sa victoire. Respect à l'épée du premier prince. Mais Adrian ne comprend pas. Quelques minutes plus tôt, ils voulaient tous le buter. On lui fait savoir que ces hommes sont des hommes simples par nature. L'épée était la victoire et rien ne les enthousiasme plus que ça. En voyant sa tête, il semble qu'il pensait devoir subir leur haine. Il doit savoir qu'une défaite dans les règles avait plus de valeur qu'une victoire injuste. Quand les deux parties ont fait de leur mieux, est-ce que la victoire ou la défaite compte vraiment? Ceci dit, Dunham risque de lui en vouloir. Eh bien, après tout, il doit lui donner l'épée qu'il a tant vantée à son Altesse. Cela leur fera tous du bien car ils n'arrêtaient pas de se la péter. Il pensait que tout ce qu'il savait avait été oublié et abandonné en même temps que le cœur de Mana. Mais il semblerait que certaines choses ne changent pas. Perdre avec honneur et s'incliner devant l'effort, c'est ça l'esprit de chevalerie. Quelque temps plus tard, il était temps pour lui de partir. Mais avant de partir, il fait savoir qu'il espère se revoir bientôt. Il priera pour sa sécurité afin que cela arrive. Dans ce cas, qu'il prenne aussi soin de lui. Puis dit au comte Waleden avant de partir qu'il devait garder tout ce qui s'est passé dans ces lieux pour lui. Mais ne serait-ce pas mieux pour lui que les rumeurs soient propagées et que tout le monde le sache? Eh bien non, pas vraiment. En réalité, il aime l'effet de surprise. Il y avait quelqu'un avec qui il voulait s'amuser encore un peu. On informe qu'ils allaient camper dans ces lieux pour ce soir. Karl l'informe qu'il va partir explorer les environs un petit moment. Il peut y aller. Derrière, Arwen n'a fait que le regarder. À cet instant, il s'est dit qu'Arwen allait s'adapter assez rapidement, mais en réalité, pas vraiment. De son côté, il devrait aller à l'intérieur pour pouvoir se reposer. Il est accueilli par sa servante Adelia. La fille qu'il a recrutée est censée être une génie de l'épée, avec un talent de rang S. Et pourtant, cette dernière continue d'agir telle une servante. C'est alors qu'elle lui demande: a-t-elle fait quelque chose de mal? Oh non, pas vraiment, qu'elle continue. Elle peut partir. Les chevaliers du lion d'acier étaient différents de ce à quoi il s'attendait. Lorsqu'il avait utilisé l'autorité jugement, cela lui a permis de voir leurs capacités et leurs talents. La majorité étaient de simples chevaliers n'ayant pas dépassé le rang B. Dans le passé, ils auraient à peine atteint le niveau expert à l'épée intermédiaire même après une vie d'entraînement intensif. Ce seraient simplement des personnes ordinaires tombant dans l'oubli. Et pourtant, dans cette vie, ces personnes-là ont réussi à atteindre un niveau équivalent à un expert de l'épée à l'âge de 20 ans, voire 30 ans. Il semblerait que le niveau des surhumains a chuté de façon considérable. Mais le niveau des gens normaux a drastiquement augmenté. Tout cela, encore une fois, c'est à cause de la chaîne de Mana. Son oncle est une figure qui aurait bien pu viser la transcendance dans le passé. C'est la raison pour laquelle il a été extrêmement déçu quand il a jeté cette opportunité en l'air. Le problème de cette époque, c'est qu'il est impossible de réaliser des exploits au-delà du rang extraordinaire. Il doit tout de même reconnaître qu'il ne connaît pas assez bien cette époque. Il va devoir apprendre à la connaître depuis le début. Une personne arrive et dit que c'est une bonne mentalité. Cela n'est pas encore trop tard. S'il fait assez d'efforts à partir de maintenant, il pourrait très bien réaliser son rêve. Mais attends, de quoi parle-t-il? Quel rêve? Il a conquis le cœur des lions d'acier. Si c'était les autres princes, il n'est pas sûr qu'ils auraient réussi à produire le même exploit. Pour lui, c'était une très bonne décision. Attends, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce type? Est-ce qu'il est devenu fou? Ne se rappelle-t-il pas des conditions de leur pari? S'il parle de celui où il devait battre le troisième prince, ce n'est pas encore fait. Non, ce n'est pas de ça. Leur pari était de battre un chevalier double anneau. Attends, aurait-il déjà gagné le pari? Eh bien
oui, et c'est pourquoi il va donc faire comme il l'avait promis. Le premier prince a été surpris. Lui, Val Balorard, en tant que comte du royaume et commandant de la 3e légion, il soutient officiellement le premier prince du royaume, Adrian Leonberg. Mais attends, de quoi il parle? Ce n'est pas ce à quoi il pense. Mais il n'avait jamais dit qu'il voulait devenir roi. La déclaration de son oncle a littéralement eu l'effet d'une bombe. Beaucoup l'ont félicité pour avoir obtenu son soutien, mais lui ne voulait pas de tout ça. De nouveaux gardes sont apparus, ce qui crée encore plus d'agitation. De nouveaux serviteurs ont été envoyés par le palais pour le servir, et il s'est retrouvé au milieu de tout ça. Alors il demande c'est quoi tout ce bordel? Qu'il les renvoie tous maintenant. Ils étaient tous venus sous ordre royal. Même si on leur ordonne de partir, ils n'écouteraient pas. Alors qu'il fasse au moins en sorte qu'ils ne les voient pas. Tout cela l'irrite. Enfin, maintenant, il peut avoir un peu de calme. Un homme est apparu en demandant si son frère était là. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui aussi? C'est le 3e prince Gillian Leonberg. Il s'est bien moqué de lui en apprenant l'escrime avec le comte Balorard et a révélé de grandes ambitions. Il comptait vraiment le laisser garder la tête haute, même s'il allait le battre. Incroyable. Il pourrait chialer tellement il est reconnaissant. Son frère l'informe qu'il a fait une grosse erreur. Il compte bien le faire payer durement pour l'avoir trompé. Mais que lui veulent ces connards? Il aura dit qu'il n'avait aucun intérêt pour le trône. Il fallait aller voir le coupable. Il s'avère qu'il avait dit à son oncle qu'il allait jouer le jeu pendant un certain temps. Alors il voulait qu'il retire son soutien au moment opportun, car il n'avait aucun intérêt pour le trône. Et lui avait demandé pourquoi avait-il commencé à agir sans même l'avoir consulté. Ce dernier lui avait dit s'il s'inquiétait pour Balorard. Son nom voulait dire beaucoup. Balorard est le bouclier qui protège le royaume des monstres des montagnes du Nord. Tant que les nobles et la famille royale n'oublient pas la rudesse de l'hiver, rien de mal ne pouvait arriver à la famille Balorard. Si c'est vrai, tant mieux. Cela n'était qu'une question de temps et les choses seraient terminées de cette façon. Ne connaît-il pas le destin de l'aîné de la famille qui ne parvient pas à accéder au trône? La situation n'allait pas changer en se soumettant. Si c'est le temps qu'il lui faut, il lui en donnera autant qu'il lui faudra. Cependant, il doit le garder en tête. Le droit de succession de l'aîné ne disparaîtra qu'à sa mort. Pour lui, cela n'allait rien changer, car peu importe le temps qu'on lui donne, il ne changerait pas. Ce qu'il doit vraiment retrouver, c'est son autorité et son pouvoir, qui étaient arrivés au stade de la transcendance. Pour lui, il n'y avait pas moyen qu'il soit intéressé par des choses aussi triviales que le droit de succession au trône. Enfin, c'est ce qu'il essayait de se persuader. Quelque temps plus tard, le banquet royal a été organisé. On informe que la lignée légitime du royaume de Leonberg, le fils aîné de la famille royale Leonberg, Sa Majesté le premier prince Adrian Leonberg, fait son arrivée. Tous l'observent. Certains sont hostiles envers le premier prince. D'autres possèdent un regard admirable. Dans l'ombre, une femme l'observe attentivement. C'est à cet instant qu'il a compris qu'il ne pouvait pas vraiment se séparer de son destin de successeur du trône. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, le plus important, venez me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je suis en live tous les soirs, les gars. Vous installez l'application sur le Play Store si vous ne l'avez pas sur votre téléphone. Ou sinon, sur le PC, vous passez directement par le navigateur. Vous tapez Twitch, vous créez votre compte et vous venez nous rejoindre. Je vous attends nombreux. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter, même l'hymne du tueur de dragons.